Il est exactement 19 h à Bamako, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur votre télévision Chérifla TV. Les opérations de recensement dans le domaine foncier amorcées depuis le mois de février dernier en commune 1 du district de Bamako se poursuivent toujours. Et pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat, le nouveau ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est rendu sur le terrain ce samedi matin accompagné du gouverneur du district de Bamako et de quelques responsables communaux. Voyons ce reportage signé Samaïla Sanogo et Selou Nyaria. Les litiges fonciers au Mali est un phénomène courant qui fragilise beaucoup les tissus sociaux. Pour pallier aux multiples contestations liées à ces fléaux, il est nécessaire de procéder à des opérations de recensement afin d'identifier toutes les familles et leurs propriétaires. Une activité qui demande l'implication de toutes les couches sociales pour sa réussite. On se déroule bien depuis presque bientôt un an. Nous sommes vraiment là-dessus. Et comme l'a dit tantôt M. le ministre, c'est une promesse qui a été faite ici et réaffirmée par le chef de quartier. D'ici la fin du mois, nous atteindrons plus de 80%. Et je profite de votre micro pour lancer un appel à la population pour qu'elle soit encore disponible pour les jours à venir et être toujours présent. En tout cas, quand un chef de famille n'est pas présent, qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre aux sollicitations qui seront imposées ou demandées par les agents chargés de cette opération. Ce travail ne revêt aucun aspect politique. Il consiste tout simplement à administrer les familles. C'est pourquoi les acteurs sur le terrain sollicitent l'aide de tout le monde, singulièrement les chefs de famille. En fait, l'enquête foncière consiste à donner un numéro d'identification pour chaque lot, ce qu'on appelle communément NINACAD, numéro d'identification national cadastral. Donc ce qui va permettre à ceux qui ait un seul numéro dans toute la commune pour chaque lot. Chaque lot disposera d'un seul numéro qui va constituer à ce qu'on appelle l'identité du lot. En fait, on a commencé effectivement depuis en février. Aujourd'hui, nous sommes environ à 70% et d'ici la fin du mois, on compte atteindre les 80%. Seulement, le problème fondamental qu'on a, c'est surtout les quartiers où on est aujourd'hui, les gens c'est des travailleurs. Le matin tout le monde est dehors. Donc il faut revenir le soir. Et le soir c'est pas tout le monde qui est disponible. Ça c'est un premier problème. Le second problème c'est ceux qui disposent vraiment des documents de leur maison. C'est-à-dire ceux qui ont des titres fonciers, ceux qui ont des permis depuis des années, ils n'ont pas de problème. Ils pensent qu'ils sont dans une sécurité. Donc c'est pas, pour eux ils ne trouvent pas opportun de nous donner une autre information par rapport à la parcelle. Le troisième volet, c'est aussi les difficultés qu'on rencontre. Ça, c'est vraiment les maisons dans les quartiers spontanés, ils n'ont pas de documents. Et c'est des héritiers qui sont dans les maisons. Ça aussi, c'est une contrainte qu'on a rencontrée plusieurs fois. C'est une phase très importante dans le cadre de la préservation du bien foncier. Et pour cela, en tant qu'autorité du district de Bamako, j'ai les forces de sécurité et de défense à ma disposition. Donc les dispositions seront prises, les mesures adéquates seront prises en vue de sauvegarder l'opération. Le visiteur du jour a tout d'abord affiché sa satisfaction compte tenu de l'évolution de ces opérations de recensement d'enquête foncière. Il a par ailleurs rassuré les acteurs de tout l'accompagnement du gouvernement pour l'aboutissement de cette mission. Je suis venu visiter les unités d'enquête foncière pour évaluer le mode opératoire du dispositif d'enquête mis en place et évaluer aussi l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Donc vous savez, ces enquêtes visent à renforcer la sécurité foncière à travers l'identification des propriétaires des terrains et surtout la vocation de chaque parcelle. C'est extrêmement important. Cela concerne 203 000 parcelles dans les 6 communes du district de Bamako. Vous savez, je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel. Un vibrant appel à tous les propriétaires des parcelles bâties ou non bâties à venir enregistrer très rapidement l'air bien foncé avant
la fin de l'opération. Cela est extrêmement important et ce processus reste la seule voie de sécuriser son bien foncier. Rappelons qu'au cours de cette visite de terrain, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a été témoin au clair de 2 opérations de recensement, dont un à Sotiba village et l'autre à Fadjigla chez le chef de quartier. Voilà donc des enquêtes foncières qui concernent l'ensemble des communes du district de Bamako. Et nous prenons tout de suite la direction de la cité des Balanzans pour vous parler d'un projet dénommé Loka Collect. Et la cérémonie de lancement officiel du projet, du dit projet, on va dire, a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie de la commune urbaine de Ségou. Une initiative de GIE Bio en partenariat avec le consortium du groupe Éléphant Vert et la mairie de la commune urbaine de Ségou. L'événement a eu lieu jeudi dernier justement dans la cité des Balanzans en présence d'un parterre d'invités et nos envoyés spéciaux sont Abdul Karim Sako et Baba Keita. Créé en avril dernier, le projet Loka Collect est une réponse à l'un des défis, non des moindres, auxquels font face les autorités de notre pays. Il s'agit notamment de la gestion des déchets qui ont un impact non négligeable sur l'environnement et tout ce qui va avec en termes d'hygiène publique. Afin de minimiser les conséquences de ce que cela peut provoquer sur la santé humaine, le groupement d'intérêt économique GIE Bio a pris les taureaux par les cornes par la mise en place du projet Loka Collect dans la commune urbaine de Ségou après Bamako, qui vise à structurer la collecte locale et le tri des déchets pour faciliter la valorisation des déchets biodégradables, mais aussi pour permettre une gestion adéquate de ceux non dégradables, ce qui permettra d'atteindre entre autres objectifs. Initier les populations locales au tri des déchets. Permettre la valorisation d'environ 60% des déchets des zones concernées. Structurer et améliorer l'organisation de la chaîne de collecte dans la ville de Ségou. Améliorer les conditions de vie des populations locales. Permettre aux Ségoviens de vivre dans un environnement propre et sain. Accentuer la création d'emplois. Donc mettre en œuvre une économie circulaire dans la ville de Ségou. Les bénéficiaires du projet, comme a déjà été expliqué par le maire de la commune urbaine, sont donc 50 ménages, 10 restaurants, 10 boulangeries, 10 dibiteries et 5 marchés. Je profite de cette tribune pour remercier le maire de la commune urbaine de Ségou pour sa vision et sa volonté à prendre à bras le corps le problème récurrent de l'instabilité dans notre capitale et régionale. Les GIE ont enfin trouvé une oreille attentive et un interlocuteur. La coordination des GIE, par ma voix, vous remercie très sincèrement. Pour joindre l'utile à l'agréable, les bénéficiaires du projet ont reçu un important lot de matériel composé de 3 charrettes, 190 poubelles, 85 pelles et balais et 25 râteaux. La mairie de la commune urbaine de Ségou, qui a appuyé ce projet à hauteur de 1 300 000 francs CFA, a bien accueilli l'initiative. Ce projet qui s'inscrit en droite ligne dans le programme de développement économique, social et culturel PDSEC de notre commune, dont le volet assainissement occupe une place de choix, vient atténuer le souci de nos populations en matière d'assainissement. C'est pourquoi je tiens à rassurer notre partenaire, la société Éléphant Vert, de notre accompagnement constant pour la réussite du projet. Cela passe naturellement par l'engagement des GIE d'assainissement sous le leadership de leur coordination et aussi les familles sélectionnées qui ont un rôle capital à jouer dans l'exécution correcte du projet. En vous renouvelant mes mots de fraternelle bienvenue dans la cité des Balanzans, je souhaite plein succès au projet Loka Collect dans un partenariat gagnant-gagnant au bonheur de nos populations. Une subvention consentie par Éléphant Vert Mali à travers son fonds d'appui au développement met aujourd'hui en exergue l'importance de la valorisation des déchets. Je tiens à vous assurer l'appui et le soutien de l'ensemble du gouvernorat dans la mise en œuvre et la gestion du projet Loka Collect dans la ville de Ségou. Rappelons que le projet Loka Collect va durer 1 an avec l'appui des éléphants.
Et retour dans la capitale, sinon retour en Arménie pour vous parler justement du 17e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a vécu cette semaine. Un sommet qui a consacré la ministre burundaise des Affaires étrangères, nouvelle secrétaire générale de l'organisation. Alors, quelle est la place de la langue française au Mali particulièrement et dans le reste des pays africains et en partage le français? Peut-on parler d'autonomie réelle alors qu'on a encore comme langue officielle et obligatoire le français dans nos écoles? C'est le sujet auquel on s'est intéressé aujourd'hui au sein de la rédaction de Chérifla Télévision et c'est signé Alhamidou Badini et Ibrahim Koulibaly Ibé. Le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui vise surtout à promouvoir la langue et la culture française s'est tenu les 11 et 12 octobre à Évéran en Arménie. Le président malien son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta a pris part à ce sommet avec plusieurs autres dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Selon certains de nos concitoyens, le français facilite la communication sur plusieurs plans avec les pays ayant en commun cette langue. Pour parler d'autonomie de développement, en un premier lieu, vous avez d'abord le français qui est la langue officielle. Donc d'autant plus qu'ici c'est la langue officielle. Donc c'est une langue avec laquelle les gens travaillent dans les institutions de l'État et c'est une langue qu'on enseigne dans les écoles. D'une part, ça contribue au développement et ça permet aussi de transmettre le savoir parce que nous sommes dans un espace francophone et d'autre part aussi c'est la langue coloniale. On vient de nous montrer à la télé à peu près 84 ou 85 pays du monde entier qui se sont retrouvés à Yerevan en Arménie, qui parlent le français et autour de pas mal de thèmes. Avec le temps, une langue se développe toujours et arrive à sortir même de ses frontières, à s'imposer aux autres. Par exemple, je prends l'arabe aujourd'hui, avec l'avènement de l'islam. Alors là, aujourd'hui, dans le monde entier, qui ne parle pas arabe, dans le monde entier aujourd'hui, qui ne parle pas anglais. Mais en faire une langue disons de développement, sans cette langue-là, le monde ne va pas se développer. Là, moi, je m'inscris en faux contre ça. Ça peut nous permettre, les 84 pays ou bien les 85 pays, de communiquer effectivement entre nous, de transmettre des savoirs, de transmettre des cultures. Mais en faire un outil même du développement, je pense qu'on est passé un peu à côté de ce développement-là. Mais pour une autonomie et un développement réel, le retour aux langues nationales serait un moyen idéal selon ces mêmes concitoyens. Ils affirment que peu sont les gens qui parlent et maîtrisent la langue française, alors qu'une langue nationale favoriserait la compréhension à tous les fils et filles du pays. Je pense aussi qu'il faut songer vraiment à se converger un peu vers la langue nationale. Parce que pour parler vraiment de vrai développement, de vraie autonomie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une prise de conscience au niveau des langues nationales. Donc il faut que les gens d'abord qu'il y ait une valorisation des langues nationales à travers laquelle nous allons transcrire nos documents au niveau des écoles et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des phases d'essai au niveau de nos écoles dans les communes pour pouvoir voir l'impact des langues nationales dans la promotion de l'éducation. Voilà, donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je pense que d'une part, le français contribue aussi au développement du Mali, parce que c'est la langue officielle du Mali, les gens travaillent avec. Et aussi, d'une part, on doit aussi s'atteler, voilà, un peu vraiment aller vers la promotion un peu de cette langue, à ne pas oublier aussi nos langues nationales. Parce que c'est avec nos langues nationales qu'on se développe. Prenons le cas de la Chine, le cas de l'Inde. Donc avec un monde émergent, il faut songer à ça aussi. Quels sont les plus nombreux aujourd'hui au Mali? Moi je pense que ce sont les paysans, ce sont les agriculteurs, ce sont les éleveurs. Est-ce qu'eux-mêmes ils maîtrisent leur langue d'abord pour ce développement-là? En Afrique, il y a combien de langues? Bon, dire que sans la francophonie, sans ce français-là, l'Afrique ne va pas se développer, je dis non. Bien avant la colonisation, dans les Bilad et Soudan, ensuite, au moment des empires, au moment des royaumes chez nous, je pense à l'empire du Ghana, à l'empire Manding, à l'empire Songhai, les royaumes Bamana de Ségou, du Kénédougou, du Karta et du Massina, nous on communiquait entre nous
et on se comprenait. On a même laissé beaucoup de traces de civilisation et de culture dans l'histoire. De l'océan Atlantique jusqu'à l'Adrar des Iforas. Quand on parle du développement, je pense. Dire que sans ça, il n'y aura pas de développement, je dis non, ça peut faciliter les communications entre ceux qui parlent cette langue-là. La solution, je ne dis pas qu'il faut châtier le français, non. Non, 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 en tant que langue de communication. Parce que nous avons besoin de communiquer avec la France, avec les 85 pays-là, tout le monde qui parle français. Au plan national, qu'on le veut ou pas, pour nous développer réellement, ce n'est pas l'élite, ce n'est pas une seule poignée qui parle le français ou l'anglais, mais c'est surtout la grande masse, le peuple, la langue du peuple aujourd'hui. Il n'y a pas ces 16 langues nationales chez nous au Mali. Bamanangambe, Flakambe, Chemukambe, Bobokambe, Maningakambe, 16 langues. Pour réellement développer le Mali aujourd'hui, essayons de valoriser ces langues-là. Essayons de faire la promotion de ces langues. Rappelons que le 18e sommet de la francophonie se tiendra en 2020 en Tunisie et marquera le 50e anniversaire de l'organisation. Actualité hors de nos frontières. Jour de vote chez nos voisins de la Côte d'Ivoire ce samedi 13 octobre. 6,5 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés à choisir près de 200 maires et 31 conseils régionaux. Ces scrutins locaux sont en effet les derniers avant la présidentielle qui se tiendra en 2020. Notons que ces élections ont été émaillées par quelques tensions dans les discours et parfois même sur le terrain. 30 000 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés pour sécuriser les votes dans le pays, en particulier dans des localités à risque où la campagne s'est révélée tendue. Plusieurs villes ont été en effet le théâtre d'affrontements entre partisans de candidats. Le chef de l'État ivoirien a accompli son devoir civique en compagnie de son épouse au lycée Sainte-Marie de Cocody. À sa sortie du bureau de vote, Alassane Ouattara reconnaît que les élections locales ne drainent pas souvent assez de monde, mais restent très capitales pour l'avenir politique de la nation. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la RTI. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons que d'ordinaire, les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Il n'y a pas foule, comme on dit, pendant ces élections. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout, cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle Constitution. Et c'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Et transition toute trouvée pour voir ce qui fait la une de l'actualité au plan continental africain. Et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Alhamidou Badini. La Banque mondiale a lancé vendredi un nouveau fonds de 150 millions de dollars pour aider à assurer les pays exposés au risque de catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique. Cette annonce fait suite à une série de catastrophes naturelles partout dans le monde, dont plusieurs ouragans et séismes meurtriers, notamment fin septembre en Indonésie, où la Banque mondiale et le FMI se réunissent cette semaine. Le fonds financera la création d'un régime d'assurance ainsi que d'autres mécanismes financiers de façon à débloquer des crédits dès l'arrivée d'une catastrophe. Victime d'attaques croissantes sur son sol ces derniers mois, le Burkina Faso n'hésite plus à solliciter la force française Barkhane, venue prêter main forte à ce pays du Sahel à plusieurs reprises en quelques jours. Le 6 octobre, les militaires français sont intervenus près de Pama dans l'est du pays. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste fragile, diagnostique le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'état-major des armées. L'est du pays était la cible de plusieurs attaques ces derniers mois, avec des groupes armés qui ont mené des attaques de prédation
quelques actions à l'encontre des forces de sécurité, en profitant notamment de la faible densité de la population et du caractère luxuriant de la végétation. Au Gabon, après une semaine d'attente, le Centre gabonais des élections a enfin publié tous les résultats des élections législatives du 6 octobre. Il reste à publier les résultats des élections locales. Ces résultats confirment la suprématie du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis 1968, le PDG et ses alliés ont obtenu près de 80 députés dès le premier tour sur un total de 143. Le PDG compte aussi le plus grand nombre de candidats en ballottage. Le parti d'Ali Bongo est suivi de très loin par les démocrates, parti de l'opposition, qui obtient 3 élus et 9 candidats en ballottage. L'alliance entre l'Union nationale et le Rassemblement, héritage et modernité formée à quelques jours du scrutin, n'a pas brillé. Le taux moyen de participation n'a pas été communiqué. Il reste très faible dans l'ensemble. La campagne pour le second tour prévue le 27 octobre débute ce samedi. S'ouvre aussi un grand marchandage politique entre les deux camps. Et juste un mot de sport avant de refermer cette session d'information sur Chérifla Télévision. Vous devez sans doute le savoir, les Aigles du Mali ont croisé le fer contre les Hirondelles de Burundi ce vendredi 12 octobre au stade du 26 mars. Les nôtres ont été tenus en échec justement face aux Hirondelles par le score de 0 but partout. Voilà une équipe burundaise qui a tenu de bout en bout. Nous voyons le résumé du match avec Boubacar Traoré, Infré et Fousseini Koulibaly. Cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 était l'occasion pour les Aigles du Mali de faire un grand pas pour la qualification en phase finale. Mais les nôtres n'ont pas pu se profiter face à une équipe burundaise bien en place. Les Aigles rentrent bien dans les matchs, mais cela ne tardera qu'une vingtaine de minutes, avec quelques occasions de but ratées par les attaquants maliens. Dès lors, l'équipe burundaise bien organisée au niveau du milieu de terrain gère le match avec intelligence jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, l'équipe burundaise tente d'ouvrir le jeu avec quelques tentatives au niveau de la ligne d'attaque, mais sans précision. Cela a beaucoup pesé sur la ligne défensive des Aigles. Mais il a fallu la rentrée de Adama Traoré Di Malouda pour que l'équipe adverse recule un peu pour se défendre. Ainsi, vers la fin de la rencontre, ce même Malouda a été dépossédé dans la surface de réparation et l'arbitre sénégalais n'hésite pas à siffler le point de pénalty. Le capitaine des Aigles, Abdoulaye Djabi, se charge de ce coup de pied arrêté et met la balle au-dessus de la barre transversale. Ainsi, le match prend fin sur ce score nul et vierge de 0 but partout. Bon, en tout cas, on remercie très beaucoup de faire le match nul parce que c'était un match très difficile, mais on a essayé de faire l'effort, de fournir l'effort, de prendre même un point à l'extérieur. Vraiment, c'est mieux pour nous. Le match retour déjà, comment vous voyez ça? Oui, le match retour, il faut bien préparer parce que c'est un match aussi très difficile parce que le Mali va voyager. Oui, ça serait un match vraiment très bon. Bon, à la première mi-temps, vraiment, nous étions dominés. Oui, le Mali, c'est une grande formation, mais on a essayé un peu de respecter la consigne du coach pour s'en sortir dans le match d'aujourd'hui. Le match retour, vraiment, nous sommes sûrs que nous allons rapporter. On a manqué d'efficacité. Voilà. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match si on avait marqué. Malheureusement, on n'a pas marqué. J'ai raté un penalty à la dernière minute. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on est déçus ce soir. On marque, parfois on loupe. Quand on marque, tout le monde est content. Quand on loupe, personne n'est ravi. Mais ça fait partie du jeu. Même des très grands joueurs ont loupé des penaltys. Donc voilà, aujourd'hui j'étais très déçu pour mon équipe et pour le peuple malien de rater ce penalty, mais ça fait partie du jeu. On est positif, voilà, aujourd'hui je pense qu'on méritait de gagner et pour le match retour, on fera tout pour gagner là-bas. Je pense qu'on n'a pas été réaliste devant le but. Voilà, on a fait un match bien dans l'ensemble, dans le collectif, mais devant le but on a manqué de chance et c'est ce qui provoque le match nul. Non, pas du tout, on n'a pas minimisé parce qu'on, voilà, dans cette phase de qualification, il ne faut pas minimiser des équipes parce que voilà, s'ils sont arrivés là, c'est parce que quelque part ils méritent aussi. Donc voilà, nous de notre côté, non, on ne les a pas minimisés, c'est juste de jouer notre football, voilà, mais ils ont été présents et voilà. Bon, on va travailler pour revenir encore plus fort parce qu'on sait maintenant que voilà, c'est une équipe qui est vraiment en place.
Donc voilà, on va essayer de travailler sur un autre système pour pouvoir les contrer. Ce qui n'a pas marché, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas commencer par les choses qui n'ont pas marché, on va parler des choses qui ont marché dans un premier temps. Je pense qu'on a fait une bonne première période, on était bien en place, on a su récupérer le ballon et bien utiliser le ballon. Alors il manquait surtout de se créer des occasions et surtout la finition. On est rentré avec un score de 0-0, mais il y a eu pas mal de choses intéressantes parce qu'on a privé cette équipe de ballon et surtout on n'a pas concédé d'occasion. Voilà. Alors ce qui n'a pas marché dans cette première période, c'est le fait de ne pas avoir marqué. On aurait peut-être dû concrétiser un petit peu toutes les phases de jeu qu'on a eues, toutes les situations qu'on a eues. On a manqué un petit peu de présence dans la surface, mais on a un petit peu manqué d'adresse aussi. Donc on sait qu'on doit travailler au niveau de l'adresse pour pouvoir marquer plus de buts. Match nul ne change rien au classement car les Aigles occupent toujours le fauteuil de leader avec 7 points, suivi de Burundi avec 5 points d'ici la 4e journée qui se joue le mardi 16 octobre à Bujumbura entre ces deux formations. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Voilà, une défaite des Aigles du Mali au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Voilà, donc une déception pour des dizaines de milliers de supporters maliens en espérant que les Aigles vont se racheter au match retour. Retenez aussi que l'équipe de reportage était plutôt conduite par Boubacar Traoré, dit Infré, et Fousseini Keita et non Fousseini Koulibaly. Point final à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour d'autres news sur Chérifla Télévision.